Elle l'avait élevé comme son propre fils, lui avait tout donné, et il la lui avait remercié en la mettant à la porte. C'était un jeudi, en fin d'après-midi, le genre de journée où le soleil ne sait pas s'il veut briller ou s'arrêter prématurément. Evelyn se tenait sur le porche, en pantoufles, tenant un sac de course réutilisable contenant une miche de pain, quelques boîtes de haricots et un poulet rôti, encore chaud à travers le plastique. Elle appuya sa hanche contre la porte d'entrée, sa porte, et réalisa que quelque chose clochait. La clé ne rentrait pas. Elle essaya de nouveau, la tourna lentement, rapidement, la retourna comme si elle n'avait peut-être pas les idées claires. Mais ce n'était pas sa main qui clochait. C'était la serrure. Le pendormant avait été changé. Elle frappa une fois, puis deux, puis plus fort en voyant son poing. Toujours à la main, tenant toujours son sac de course, toujours vêtue de son doux cardigan bleu, qui sentait légèrement la lavande. Toujours là où elle était depuis 22 ans. Et puis la porte s'ouvrit. Juste un craquement. La petite amie de Ryan, Nathalie, jeta un coup d'œil par l'ouverture, les sourcils levés comme si elle n'attendait pas de visite. « Oh, tu n'étais pas censée revenir avant plus tard. » Evelyn cligna des yeux. « Pourquoi je ne peux pas entrer ?» Nathalie hésita. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis sortit et referma la porte derrière elle. « Je crois que Ryan allait te parler de ça. »« Me parler de quoi ?»« Tu n'habites plus ici. » Le silence tomba. Evelyn serra son sac de course plus fort, ne sachant soudain plus quoi faire de ses mains. Sa poitrine se serra. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Nathalie esquissa un petit sourire nerveux. Le genre de sourire qu'on a quand on fait comme si tout était normal. « Écoute, ce ne sont que des formalités administratives. Rien de personnel. Ryan a dit que tu avais accepté de transférer l'acte de propriété. »« Je crois, dit-il. Tu as signé il y a quelques semaines. Tu te souviens de tous ces documents sur la table de la cuisine ?» Evelyn le fixa du regard. Lentement, le déclic commença. Les formulaires, la façon dont Ryan balayait ses questions, lui disaient que c'était juste du ménage, qu'il fallait mettre les choses en ordre, que cela protégerait la maison s'il lui arrivait quelque chose. Elle lui avait fait confiance. Elle avait fait confiance à son fils. Et maintenant, ses mains tremblaient. Nathalie n'attendit pas d'autres questions. Elle se glissa à l'intérieur en marmonnant quelque chose à propos d'appeler Ryan. La porte se referma, se verrouilla à nouveau. Evelyn resta là une minute entière, puis 5, puis 10. Personne ne rouvrit la porte et elle ne frappa pas. Elle descendit lentement les marches, ce poulet toujours blotti sous son bras comme un bébé. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle ne retournerait pas à l'intérieur. Mais Ryan n'avait pas seulement pris sa maison. Il avait pris quelque chose de plus profond. Et Evelyn était sur le point de se rappeler exactement qui elle était. Bien avant tout cela, avant les formalités administratives, avant Nathalie, avant que son Porsche ne devienne étranger, Evelyn avait été plus qu'une simple femme au foyer. Elle avait été une mère, et pas n'importe qui, pour un enfant dont personne ne voulait. En 1996, Evelyn travaillait de nuit à l'hôpital Saint-Joseph de Jackson, dans le Mississippi. C'était une infirmière de service, solide, fiable, à la voix douce, une femme qui avait depuis longtemps accepté de ne pas avoir d'enfant après 2 fausses couches et un échec de FIV. Le chagrin était une cicatrice, invisible, mais profonde. Et puis un soir, elle a rencontré Ryan. Il était arrivé avec un poignet cassé, à peine âgé de 2 ans, pâle, sous-alimenté, portant un t-shirt 3 tailles trop grand avec des taches de moutarde sur le col. Sa mère d'accueil n'était même pas restée à l'hôpital. Elle l'avait déposé aux services sociaux et était partie. Evelyn n'avait pas cherché à adopter. Mais parfois, Dieu ne frappe pas à la porte. Parfois, il vous met simplement un bébé dans les bras et vous met au défi de le euthanasier. Ryan resta silencieux les premiers jours. Il s'accrochait à sa blouse comme une liane. Il ne parlait à personne. Il ne mangeait pas à moins qu'elle ne le nourrisse. Quelque chose en elle le rassurait. Et cela lui suffisait. 2 mois plus tard, elle remplissait les premiers papiers. 6 mois plus tard, il portait son nom de famille. Ses amis la prenaient pour une folle. Une femme noire célibataire d'une 30aine d'années adoptant un enfant blanc avec des troubles du comportement. « Ma fille, tu essaies de sauver tout le système. »« Non, juste celui-là, » répondait-elle. Evelyn avait donné à Ryan tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Une chambre avec un lit en forme de voiture de course, des paniers repas à son nom et avec un marqueur, des cours de natation, des cours de piano, des sorties aux eaux le samedi. Il était asthmatique.
Elle avait trouvé le meilleur pédiatre. Des difficultés de lecture. Elle avait engagé un tuteur. Elle lui avait appris à tresser les cheveux avec ses figurines pour qu'il sache comment s'occuper de sa future fille. Elle lui avait fait écrire des mots de remerciement après Noël. Et elle n'avait jamais manqué une seule réunion parent-professeur. Mais tout n'était pas parfait. En grandissant, les choses ont changé. Au collège, il a commencé à se poser des questions. Pourquoi suis-je différent de toi? Pourquoi les gens nous regardent-ils dans le magasin? Pourquoi tout le monde pense que je suis adoptée? Elle répondait toujours par les mêmes mots. Parce que tu le es, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas à moi. Il ne l'a jamais complètement accepté. Au lycée, il était devenu distant. À l'université, il rentrait rarement à la maison. Et quand il le faisait, c'était toujours rapide. Une nuit chez lui, un dîner, un bonjour maman. Avant de partir précipitamment, son téléphone à la main. Mais Evelyne ne se plaignait jamais. Elle laissait les lumières allumées. Elle gardait sa chambre telle qu'il l'avait laissée. Elle continuait à croire que l'amour, même discret, suffisait. Puis son mari est décédé et, soudain, Ryan est venu plus souvent. Il était serviable au début, nettoyant les gouttières, tondant la pelouse, lui rappelant de prendre ses médicaments pour la tension. Il emmenait parfois Nathalie et il s'asseyait sur le porche pendant qu'Evelyne préparait du pain de maïs et regardait Jeopardy. Elle pensait que les choses allaient mieux. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Ryan n'était pas rentré pour reconstruire. Il était venu pour faire l'inventaire. Et le temps qu'elle s'en rende compte, son nom avait été rayé de l'acte de propriété et sa fiducie avait été vendue pour des miettes. Mais une mère n'oublie pas. Et Evelyne se souvenait déjà de tous ses sacrifices. Evelyne a passé cette nuit-là dans sa voiture. Elle gara sa voiture à 2 pâtés de maison de la maison. Enfin, ce qui était autrefois sa maison, devant une rangée de duplex à la peinture écaillée et aux chaises en plastique sur les porches. Elle ne pleura pas une seule fois. Mais ses mains restèrent serrées à 10 heures et 2 heures sur le volant, même après l'arrêt du moteur. Le poulet rôti, intact, était posé sur le siège passager, froid maintenant, la graisse imprégnant le plastique. Elle fixait le pare-brise, les yeux rivés sur le vide. Le chagrin a tendance à peser lourdement sur les poumons. Pas seulement à cause de la perte d'être cher, mais aussi à cause de la prise de conscience de ce qu'il n'était pas. Lorsque son mari Léonard décéda 3 ans plus tôt d'un caillot sanguin mal diagnostiqué, Evelyne pensa que la douleur ne pouvait être plus intense. Il avait été son équilibre, un homme de peu de mots, tout en poids. Ils s'étaient rencontrés à l'église, étaient tombés amoureux autour d'un poisson-chat frit et de versets bibliques, et avaient passé 29 ans à construire un foyer fondé sur la foi et le pardon. Mais cette douleur, cette trahison, avait une autre intensité. Le lendemain matin, Evelyne se rendit à la banque pour consulter son compte. Mi-habitude, mi-nécessité. C'en était presque drôle. Le solde n'avait pas bougé, car Ryan n'avait jamais touché à cet argent. Parce que Ryan ignorait même son existence. Après la mort de Léonard, l'hôpital tenta d'éviter toute responsabilité. Il disait que c'était une complication naturelle. Mais Evelyne était infirmière depuis trop longtemps pour ne pas reconnaître le schéma. Elle insista, porta plainte, consulta un vieil ami avocat. 2 ans plus tard, gagna un procès pour faute professionnelle que personne ne pensait pouvoir lui faire. 9,5 millions de dollars. Elle n'en dit rien à personne, pas même à Ryan. Elle les transféra dans une fiducie distincte sous son nom de jeune fille, répartie sur plusieurs comptes. Ce n'était pas par paranoïa. C'était pour la tranquillité d'esprit, un secret sacré. Parce que l'argent change les gens, et il vaut mieux passer sous silence certaines choses. Ce jour-là, assise dans le hall de la banque, les chevilles enflées et le moral brisé, Evelyne réalisa autre chose. Ryan n'avait pas seulement trahi sa confiance. Il l'avait sous-estimée. Elle n'avait peut-être plus de maison, mais elle avait des ressources. Elle avait des connaissances. Et il lui restait une arme que Ryan n'avait jamais appris à utiliser. Patience. Elle réserva donc une chambre de motel à Méridian, payée en liquide. De nuit, sans se poser de questions. Il lui fallait un plan. Mais plus que ça, il lui fallait rester tranquille et se rappeler qui elle était. Elle feuilleta un vieux carnet qu'elle gardait dans son sac à main, plein de prières, de numéros de téléphone et de rappels manuscrits pour appeler sa cousine à Lafayette. Au dos se trouvait un mot qu'elle avait griffonné des années auparavant, le jour où l'accord judiciaire avait été conclu. Ne laisse pas l'argent te faire parler. Laisse-le te faire taire. Laisse-le te faire gagner du temps. Elle sourit à la page. Ryan crut l'avoir mise à la porte,
mais il ignorait qu'il venait de la libérer. Mais liberté ne rime pas avec confort. Pas encore. Et Evelyn avait encore des épreuves à traverser avant de se relever. La première fois que Ryan lui posa une pile de papier devant elle, c'était un dimanche. Evelyn était assise à la table de la cuisine en train de plier des torchons tandis que le four faisait tic-tac d'une tarte à la patate douce. Ses genoux la faisaient souffrir ce jour-là. La pluie allait arriver. Elle le sentait au plus profond d'elle-même, mais elle souriait malgré tout. Ryan était passé sans appeler, et même si elle n'aimait pas les surprises, elle se disait qu'elle lui manquait peut-être. Il entra vêtu d'une de ses chemises cintrées qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Nathalie le suivit, levant à peine les yeux de son téléphone. « Salut, maman, » dit-il en la serrant à moitié dans ses bras. « On a apporté des papiers. Rien de grave, juste des trucs pour les impôts et la maison. On fait le ménage en fin de journée, tu sais. » Evelyn fronça les sourcils. « Quel genre de papier ?» Ryan sortit un dossier comme un magicien avec un jeu de cartes. Des papiers de fiducie, un transfert de propriété, des termes de procuration. On l'avait vérifié. Le cabinet de Nathalie fait ce genre de choses tout le temps. Tout à fait normal. Nathalie intervint derrière son écran, sans lever les yeux. C'est juste une façon de protéger ses biens, mademoiselle Carter. Évitez l'homologation. Vous seriez toujours couverte pour tout. Je n'ai pas demandé à éviter quoi que ce soit. Dit doucement Evelyn, les mains posées sur la serviette dépliée. Ryan rit. Je sais. C'est pour ça qu'on le fait pour toi. Écoute, s'il t'arrive quelque chose, enfin, Dieu nous en préserve, ce serait un vrai désastre de démêler la maison et ton nom sur tous les documents. Ça permet juste de s'assurer que tout reste dans la famille. Evelyn fixa le papier. Les lettres flottaient un peu. Elle ne portait pas souvent ses lunettes de lecture. Elle détestait qu'elle lui pince les ailes du nez. Ryan l'avait remarqué. « Tiens, » dit-il en lui tendant un stylo. « J'ai surligné les lignes de signature. Tu n'as pas à t'inquiéter du reste. J'ai déjà tout vérifié avec eux. » Elle hésita. Elle aurait voulu dire quelque chose comme « Je devrais probablement demander à quelqu'un d'y jeter un œil. » Ou « Pourquoi as-tu besoin d'une procuration maintenant ?» Mais Ryan était son bébé. Son petit garçon qui pleurait quand elle passait devant son berceau. Celui qui avait besoin d'un inhalateur dès qu'il était trop excité. Celui avec qui elle était restée éveillée toute la nuit quand il avait attrapé la varicelle à 6 heures et refusait de dormir sans lui tenir la main. Alors elle signait page après page. Il plaisantait même pendant qu'elle griffonnait son nom. « Tu écris l'histoire, maman. » Elle rit une fois, juste un petit rire. Le minuteur sonna et elle se leva pour éteindre le four. Ce moment resta gravé dans sa mémoire pendant des semaines. L'odeur de cannelle et de sucre brûlé, le cliquetis du capuchon du stylo, le sourire un peu trop satisfait sur le visage de Nathalie. Elle l'ignorait à ce moment-là, mais cet après-midi-là était la dernière fois qu'elle s'asseyait à cette table de cuisine. Les visites suivantes furent plus courtes. Ryan commença à débarquer avec des relevés bancaires et des amis investisseurs qu'elle n'avait pas envie de rencontrer. Il était toujours occupé, toujours à parler de revente de propriété, de constitution de portefeuille, de la valeur nette de sa maison qui attendait d'être débloquée. Il commença à l'appeler Evelyn devant Nathalie. C'était nouveau. Et un jour, alors qu'elle arrosait les béonas du jardin, elle entendit Nathalie dire « Une fois qu'on aura conclu l'achat de cet appartement, on pourra enfin avoir cet appartement à Dallas. » C'est alors qu'Evelyn commença à préparer un petit sac, au cas où. Elle rangea sa Bible, son passeport, la dernière photo de Léonard qu'elle avait, et son carnet contenant les coordonnées bancaires du règlement dont elle n'avait jamais parlé à Ryan. Son corps ne bougeait plus aussi vite. Mais son esprit, lui, était encore assez vif pour savoir quand l'amour s'était figé. Mais Evelyn n'était pas allée aussi loin juste pour voir tout ce qu'elle avait construit disparaître. Pas sans rappeler à Ryan à qui il avait donné son nom. Le jour où Ryan l'appela invité chez elle, Evelyn ne dit pas un mot. C'était un mercredi, peu après le déjeuner. Elle venait de passer l'aspirateur dans le salon, une corvée qu'elle aimait encore faire elle-même, même si sa nièce la détestait pour ça. La poussière se fichait de l'âge, et Evelyn croyait en une maison propre, peu importe qui la regardait. Ryan entra, lunettes de soleil aux pieds, écouteurs autour du cou. Nathalie la suivit au milieu d'une conversation avec quelqu'un par Bluetooth. Ils ne parlèrent pas au début, passèrent juste devant elle comme si elle était la femme de ménage. Puis Ryan marqua une pause, se retourna et dit d'un ton désinvolte. « Dis donc, la prochaine fois que tu utilises le Dyson, tu peux le vider?
On a des gens qui viennent voir la maison ce week-end. Evelyn cligna des yeux. Elle contactait des agents immobiliers juste pour se faire une idée de la valeur, vous savez, une étude de marché. Elle le fixa du regard. Tu vends la maison? Il rit comme si elle lui avait demandé s'il partait pour la lune. Pas encore. Juste pour anticiper. Il faut explorer toutes les options, non? Elle se redressa. Nos options? C'est là qu'il le dit. Tu es une invitée maintenant. Maman. C'est toujours ton espace, bien sûr, mais légalement. Enfin, tu sais comment c'est. Sa main se resserra autour de la poignée de l'aspirateur. Elle ne dit rien. Ne cria pas, ne pleura pas, hocha juste la tête une fois. Ce soir-là, elle fit son petit sac pour de bon. Elle n'eut pas grand-chose, juste ce qu'il lui fallait. Cette Bible, son carnet, 2 robes, une paire de baskets et son alliance, qu'elle n'avait pas portée depuis la mort de Léonard, mais qu'elle gardait toujours dans une petite pochette près de sa table de chevet. Ryan ne lui demanda pas où elle allait. Nathalie s'en fichait. Ils avaient ce qu'ils voulaient, du moins le pensait-il. Evelyn s'installa dans un motel économique à l'autre bout de la ville, près d'une aire de repos pour camions et d'une station-service aux lumières clignotantes en permanence. Le lit grinça quand elle s'assit, et le chauffage siffla comme s'il souffrait d'asthme, mais c'était le sien, et c'était silencieux. Elle s'assit au petit bureau et ouvrit son carnet. Il y avait un numéro qu'elle avait conservé pendant 14 ans. Il appartenait à une femme nommée Doris, qui travaillait dans une association qui aidait les femmes âgées à se familiariser avec le droit du logement. Doris l'avait aidée une fois lorsqu'un locataire de son logement avait tenté de la poursuivre en justice pour un problème de plomberie. Elle composa le numéro. La sonnerie retentit une fois, puis 2, puis la communication raccrocha. Elle soupira. Puis elle se souvint de C.J. Clarence C.J. Bell, l'ami de Léonard dans l'ancien quartier. Avocat depuis longtemps retraité, mais plus cinglant qu'un fouet et 2 fois plus têtu. Elle ne lui avait pas parlé depuis des années, mais elle décrocha quand même. Le téléphone sonna 6 fois avant qu'une voix fatiguée et rauque ne réponde. Il valait mieux que ce soit Jésus ou les ennuis. Evelyn sourit. Peut-être les deux. Evoli. Oui, c'est moi. J'ai besoin de te parler. Mais C.J. n'eut pas besoin d'être convaincu, car les vrais amis se souviennent quand quelqu'un débarque avec un ragoût après une opération et qu'il attendait un appel comme celui-ci. C.J. la retrouva le lendemain matin dans un restaurant près de Levin, le genre d'endroit où l'on servait encore du café et de grosses tasses en céramique et où l'on appelait tout le monde Anne, de 5 à 85 ans. Il paraissait plus vieux que dans ses souvenirs, sa barbe était blanche maintenant, ses yeux un peu plus vitreux, mais il avait toujours ce même front épais et cet humour pince sans rire qui faisait réfléchir les gens avant de lui mentir. « Tu as une mine d'enfer, » dit-il en se glissant dans la banquette en face d'elle. Evelyn sourit. « Bonjour à toi aussi. » Il prit une gorgée de son café, noir, sans sucre, sans crème, comme Léonard. « Très bien, » dit C.J. en posant la tasse. « Raconte-moi tout. Ne saute pas, n'adoucis pas, expose-moi les choses en détail. » C'est ce qu'elle fit. Elle lui parla des formulaires que Ryan lui faisait signer, de la façon dont il avait changé les serrures, du commentaire de l'invité, de Nathalie, des agents immobiliers, des faux sourires. C.J. écouta sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut fini, il se pencha en arrière et laissa échapper un long soupir. Il t'a piégé, c'est joué de toi, mais il a commis une grave erreur. Qu'est-ce que c'est? Il a oublié qu'il a élevé. Evelyn baissa les yeux sur sa serviette. J'ai signé l'acte, C.J. Ouais, mais signer sous de faux prétextes, ça ne veut pas dire que c'est légal, surtout si tu n'étais pas pleinement informé ou qu'il a déformé les documents. Elle haussa un sourcil. Tu crois qu'on peut le poursuivre en justice? C.J. sourit. Evoli, je pourrais le poursuivre en justice en dormant. Elle rit, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour. Je suis fatiguée, C.J. Je n'essaie pas de le détruire. Je veux ma maison et je veux me remettre en question sans me sentir idiote. C.J. hocha lentement la tête. Alors ne le détruisons pas. Apprenons-lui quelque chose. Ils passèrent les 2 heures suivantes à tout revoir. Ce qu'elle avait signé, les dates dont elle se souvenait, les conversations dont elle se souvenait. Evelyn avait de toute façon noté la plupart de tout dans son carnet, avant même de penser en avoir besoin. Habitude d'une vieille infirmière. Tout documenté. C.J. lui expliqua à quoi s'attendre ensuite, quel type d'avocat il la mettrait en contact, comment il déposerait une requête pour enquêter sur la fraude au transfert et quoi faire si l'affaire dépassait les bornes. Puis Evelyn dit quelque chose qu'elle n'avait dit à personne. J'ai de l'argent, C.J.
Il cligna des yeux. Tu veux dire un peu d'économie? Non, je veux dire de l'argent réel. L'argent du règlement de l'hôpital. 9,5 millions. CJ faillit faire tomber sa tasse. Bon sang, je n'y ai jamais touché. Je ne voulais pas que Ryan le sache. Je ne voulais vraiment pas que quiconque le sache. CJ secoua lentement la tête. Tu as été, être assise sur 9 millions de dollars et laisser ce garçon vous tourner en rond. Je ne voulais pas que l'argent change ma façon de l'aimer, dit-elle d'une voix à peine audible. CJ ne répondit pas tout de suite, la fixa du regard, puis tendit la main par-dessus la table et lui toucha la main. Ça n'a pas changé, dit-il. Il avait changé tout seul. Evelyn regarda l'autoroute au loin par la fenêtre. Son reflet dans la vitre semblait plus vieux qu'elle ne le ressentait. Usé, pas vaincu, mais fissuré, comme un objet tombé, mais qui refusait de se briser. Elle se tourna vers CJ. Je veux bien faire les choses. Pas de drame, pas de caméra, juste mon nom sur ma porte. CJ hocha la tête. On va le faire. Mais il y avait une dernière conversation qu'Evelyn devait avoir devant les avocats, avant les audiences. Une dernière tentative pour parler non pas à l'homme que Ryan était devenu, mais au garçon dont elle se souvenait. Evelyn n'appela pas la première. Elle savait que si elle le faisait, il raccrocherait ou demanderait à Nathalie de parler à sa place. Alors, elle est arrivée. Il était tard dans l'après-midi quand elle s'est garée dans l'allée. Le jardin avait l'air trop propre, comme si quelqu'un avait taillé les haies juste assez pour impressionner un inconnu, mais pas assez pour montrer un réel souci. Ses béonnats avaient disparu. Elle a frappé une fois. Ryan a ouvert, en short de sport et sweat à capuche griffée, tenant un shake protéiné. Son visage s'est crispé à la seconde où il l'a vue. « Maman, Evelyn, que fais-tu ici ?» Evelyn s'est avancée juste assez pour les séparer par la porte moustiquaire. « Je n'ai pas besoin de beaucoup de ton temps. Je suis juste venue dire quelque chose. » Il a regardé par-dessus son épaule, probablement pour vérifier si Nathalie était là, puis a soupiré et est sorti sur le porche. « Écoute, si c'est à propos de la maison, » elle a levé la main. « Laisse-moi finir. » Il a fermé sa bouche. « Je t'ai élevé quand personne d'autre ne l'aurait fait. Pas par obligation, ni par désir de te remercier. Je l'ai fait parce que j'ai vu un enfant qui avait besoin d'amour. Et je lui ai donné tout ce que j'avais. » Les yeux de Ryan ont cligné des yeux, mais il est resté silencieux. « Je t'ai regardé grandir. J'ai renoncé aux vacances, au sommeil, au temps, à mon corps. Je t'ai tout donné, et je ne t'ai jamais fait sentir comme un invité dans cette vie. » Elle prit une inspiration. Sa gorge était serrée. « Et tu m'as remercié avec une signature et une serrure changée. » Il se frotta la nuque. « Tu as signé, maman. Ce n'est pas comme si je t'avais forcé. Ne m'appelle pas, maman, si tu ne le penses pas. » Silence. Elle redressa les épaules. « Je ne suis pas là pour discuter. Juste pour te dire que je sais ce que tu as fait. Et tu devrais le savoir. Je ne suis pas fauchée. Je ne l'ai jamais été. J'ai assez d'argent pour racheter cette maison 10 fois. » Le visage de Ryan changea. D'abord l'incrédulité, puis la panique, puis une sorte de honte. « Je ne le savais pas. Tu n'étais pas censé le savoir, dit-elle. Parce que l'amour n'est pas un business, et la loyauté ne s'achète pas. Mais maintenant je sais, et toi aussi. » Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « J'ai déjà parlé à un avocat. Ça ira où ça doit aller. Je voulais juste te regarder dans les yeux une dernière fois avant que ça ne se produise. » La main de Ryan retomba sur son flanc. « Tu vas me poursuivre en justice? »« Non, dit-elle. Je vais te rappeler ce que coûte une vraie maison. » Et sur ce, elle se retourna et retourna à sa voiture. Pas de cris, pas de supplications, juste une femme qui se rendait enfin compte de sa valeur. Mais les procès n'effraient pas les gens comme Evelyn. Ce qui les effraie, c'est de voir la personne qu'ils sous-estimaient se relever plus forte que jamais. 3 mois plus tard, la maison était vide. Plus de meubles, plus de Nathalie, plus de Ryan. La nouvelle propriétaire, une institutrice à la retraite de Lafayette, a déclaré que l'endroit lui paraissait lourd à son arrivée, comme s'il avait traversé une épreuve, et c'était le cas. CJ avait agi vite. La plainte pour fraude a été examinée plus vite que prévu. Le juge n'a même pas bronché après avoir examiné les documents et les témoignages, déclarant qu'Evelyn avait clairement été trompée et que le transfert avait eu lieu dans des circonstances douteuses, potentiellement manipulatrices. Ryan ne s'est jamais présenté à l'audience. Il avait déjà quitté l'État. Nathalie est retournée à Dallas sans lui. Evelyn n'a pas souri en entendant cela. Elle n'a pas ri. Elle a juste expiré.
Longuement, lentement, comme si quelque chose avait retenu son souffle en elle et pouvait enfin le lâcher. Elle n'a cependant pas réemménagé. Trop de souvenirs, trop de fantômes de trahisons silencieuses et de dîners du dimanche qui ressemblaient désormais à des répétitions pour une sortie. Au lieu de cela, elle a pris son argent, son héritage complet et intact, et a fait ce que personne n'attendait. Elle a acheté 3 maisons à Pascagoula, dans le Mississippi. Ni grandes, ni tapac sans drave-l'œil, juste ce qu'il fallait. Elle les a transformées en logements sûrs pour les femmes de plus de 60 ans expulsées, déplacées ou abandonnées par leur famille. Elle a baptisé ce petit programme Lance Place en hommage à son défunt mari. Il a dit que c'était le genre de choses qu'il aurait fait s'il avait vécu assez longtemps pour prendre sa retraite. La première résidente était une femme nommée Alma, 74 ans, chassée par son petit-fils lorsqu'elle ne pouvait plus garder d'enfants à temps plein. La deuxième était Darlene. Sa propre fille a vendu sa maison alors qu'elle était en rééducation pour une opération de la hanche. Evelyn leur préparait les repas du dimanche. Parfois, elle regardait des jeux télévisés. Parfois, elle s'asseyait simplement sur le porche et échangeait des anecdotes sur ceux qui leur avaient fait du mal et ceux à qui elles avaient survécu. Quoi qu'il en soit, Evelyn n'avait jamais eu besoin d'expliquer son histoire. Elle la voyait dans son attitude, calme, posée, sans complexe. C.J. venait encore me rendre visite de temps en temps, surtout lorsque la paperasse s'accumulait. Il plaisantait en disant qu'il la mettait sur un panneau d'affichage. La femme qui avait transformé la trahison en plan. Evelyn riait et lui faisait signe de la main. J'ai simplement fait ce que ma mère m'a appris. On ne se laisse pas abattre quand on est acculé. On prie, on campe sur ses positions et on protège sa paix. Mais Evelyn savait que le combat n'était pas pour une maison. Il s'agissait de ne pas laisser une seule trahison définir la vie qu'elle avait construite de ses propres mains. 1 an plus tard, Evelyn était assise sur la véranda de chez Len, une tasse de thé et une couverture polaire sur les genoux. Le ciel au-dessus de Pascagoula était orangé et doré, le genre de coucher de soleil qui transformait le silence en hymne. Alma était à l'étage en train de crocheter. Darlene était dans la cuisine en fredonnant tout en nettoyant les légumes verts. Et Evelyn, pour la première fois depuis longtemps, se sentait immobile. Ni occupée, ni en colère, ni blessée, juste immobile. Une lettre arriva par la poste ce matin-là. Pas d'adresse de retour, juste son nom écrit d'une écriture qu'elle n'avait pas vue depuis presque 1 an. À l'intérieur, il y avait un mot. J'ai fait une erreur. Je m'en rends compte maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. Peut-être pensais-je avoir un dû. Peut-être n'ai-je simplement jamais compris ce que tu m'as donné. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais te le dire. Tu ne méritais pas ce que j'ai fait. J'espère que tu vas bien, Ryan. Evelyn le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le rangea au dos de sa Bible. Non pas qu'elle ait l'intention d'oublier, mais parce que certaines choses sont faites pour être rappelées sans être revécues. Elle ne lui répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Pour elle, pardonner ne signifiait pas le laisser tranquille. Il s'agissait de se libérer de l'emprise de ce qu'il avait fait. Elle savait maintenant quelque chose qu'elle ignorait alors. On peut aimer quelqu'un pleinement, l'élever correctement, lui donner tout ce qu'il avait, et pourtant le perdre. Non pas à cause de qui vous étiez, mais à cause de qui ils ont choisi d'être. Et ce n'est pas à vous d'en porter la honte. Evelyn s'adossa à sa chaise tandis que les grillons commençaient à chanter leur chant du soir. Elle ferma les yeux et respira profondément. Le genre de souffle qui emplit plus que des poumons. Il emplit les souvenirs. Il emplit de sens. Une maison n'était pas qu'un toit. C'étaient les gens qui se trouvaient en dessous. Et elle en avait construit une nouvelle de toutes pièces. Pas besoin de paperasse. Si cette histoire vous a profondément touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez perdu, aimé ou laissé partir, partagez-la avec un ami qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous ceci, le véritable amour ne se vole pas. Les vraies mères ne se plient pas, et le vrai pouvoir ne hurle pas. Il se reconstruit, doucement, à partir de la terre musique. N'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer et de suivre pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé. Au revoir.